Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Vous faites bien d'être sur Radio Liberté 92.8 FM, La Voix citoyenne. Il est l'heure de votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, La Voix citoyenne déroule son tapis à l'ancien acteur de la société civile devenu depuis quelque temps homme politique, Hervé Ouattara. Il s'agit de l'ancien responsable du Citoyen africain pour la Renaissance, CAR, qui est aujourd'hui le secrétaire chargé à la jeunesse du mouvement patriotique pour le salut MPS. Hervé Ouattara, bonjour à vous. Bonjour. Mariette Kokwaga est à la technique. Devant ce micro, Atiana Serjoulon. Alors, pour commencer, en janvier, il y a eu cette information de ce que Hervé Ouattara, un agent du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la Famille et de l'Action humanitaire, a été affecté dans la région du Sahel. Ça fait un peu polémique sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous avez fait une sortie médiatique là-dessus. Quelque temps après, aujourd'hui, la question est, est-ce que votre affectation est effective et est-ce que vous avez pris service, Hervé Ouattara? Comme tout agent de la fonction publique, je me suis rendu à Dori. J'ai pris effectivement service comme tout agent et je m'apprête également à donner le meilleur de moi-même pour que la mission pour laquelle j'ai été affecté au Sahel puisse bien se dérouler. D'aucuns ont estimé que oui, Hervé Ouattara a bénéficié de ses contacts sous la transition. C'est pour cela qu'il ne travaillait pas depuis 2015 jusqu'à 2020. Alors pourtant, Hervé Ouattara a travaillé depuis 2015. La preuve, après le CNT, j'étais... Le Conseil national de la transition. Voilà, j'étais au ministère de l'administration territoriale et après j'ai été réaffecté au ministère de l'action sociale. Votre ministère d'origine, votre voilà, corps d'origine. Donc j'ai rejoint mon corps d'origine. Et j'ai travaillé comme tout le monde. La preuve, j'étais agent dans des services déconcentrés et voilà, j'ai apporté aussi ma contribution comme tout agent affecté. Qu'est-ce qui explique cette affectation en début d'année 2020? Je pense peut-être que c'est parce que je suis très dynamique et également très professionnel comme on m'envoie à Dori. Donc je vois la chose comme ça. Donc pour moi, vous faites une lecture politique de la situation? Alors je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. Je connais Dori. Pour ceux qui ne pensent que Dori est une misère, il faut se tromper. Je vous dis tout de suite que j'ai eu mon CP à Dori parce que mon papa mon papa était militaire, donc il était à Dori, il a été détaché à Tinakov. Pendant ce temps, moi je poursuivais. Tinakov qui est aujourd'hui dans la province de Loudalan, bien sûr, toujours la région bien sûr. Donc j'ai poursuivi avec mes frères les études là-bas avec ma maman. J'ai fait ma 6e, 5e et même quand j'étais étudiant à l'action sociale, je suis reparti faire mon stage pratique à Dori. C'est des choses qu'on peut vérifier. Donc je connais très bien Dori pour dire que c'est une très belle ville. Alors donc il n'y a pas à s'alarmer. Donc vous n'êtes pas du tout déconnecté du pays, vous avez retrouvé des anciens camarades. C'est une opportunité, pour ceux qui ne savent pas, Dori c'est une opportunité pour un monsieur comme moi, donc il ne faut pas se leurrer. Vous avez pris service exactement où vous restez dans la province du Sénou, chef-lieu de Dori? Alors j'ai pris service au niveau de la région, à la direction régionale, donc j'attends. Donc il est possible qu'on vous affecte dans le Soum ou dans l'Oudalan ou dans le Yara? Tout ça c'est le Burkina, donc moi je suis là. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM, vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Hervé Ouattara du MPS est notre invité. Alors, on va essayer de retracer un peu votre cursus. Vous êtes un ancien délégué des élèves du lycée Bafouji de Gawa, c'est bien cela, dans le sud-ouest. Oui. Vous travaillez justement au niveau du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la Famille et de l'Action humanitaire. Ancien responsable du collectif anti-référendum CAR qui est devenu par la suite Citoyen africain pour la Renaissance. De la société civile, vous êtes devenu politique, secrétaire chargé à la jeunesse du mouvement patriotique pour le salut MPS. Déjà un peu votre parcours jusque-là, comment vous résumez un peu votre carrière jusque-là, Hervé Ouattara? Alors, merci de me donner l'occasion de parler de moi-même. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion chaque fois de parler et souvent j'ai l'impression qu'on parle de Hervé sans le connaître. Je rappelle d'abord que dans ma petite biographie, il faut relever le fait qu'après Dori, j'étais d'abord délégué général du lycée provincial de Kaya. Et en ce moment, beaucoup peuvent l'attester parce qu'ils sont toujours en service ici, les camarades avec lesquels j'ai réellement géré le lycée provincial. Et d'aucuns même m'avaient surnommé en son temps Warren Christopher. Et souvent, sur certains plafonds jusqu'à présent au lycée provincial, vous trouverez ce nom. Alors après ça, je suis à la Gawa, délégué général également du lycée Bafouji et responsable des scolaires, et de la région. Et après ça, je suis dans mes turpitudes, j'ai géré également le poste de délégué général du lycée provincial de la Bougriba. Ça aussi, Djebougou.
pour ensuite, après me retrouver à l'Action sociale où j'étais délégué général de l'Institut national de formation en travail social. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. Apparemment, vous en faites une chasse gardée ou c'était des concours de circonstances? Non, en réalité... aimait déjà se mettre en avant. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais j'avais en fait peut-être cette faculté ou cette possibilité ou cette facilité d'être accepté par mes camarades. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai été ensuite envoyé à Kamti comme chef de service départemental à quelques 40 km de Gawa. C'est à partir de là-bas que j'ai commencé à gérer la section pro-régionale de notre syndicat, du SINTAS, voilà, le syndicat des travailleurs de l'action sociale. Voilà, jusqu'à ce qu'un nouveau bureau soit mis en place et que je cède ma place à David Saye Martin qui est actuellement en poste à Ouagadougou ici également. Donc il y a cette parenthèse de militant syndical qui n'est pas toujours connu. Mais en réalité, j'ai même milité mieux. Hein. J'ai milité dans des structures que je préfère me taire. Mais je dis seulement que beaucoup ici, même vos collègues journalistes, quand tu prends Nyarki Teda, c'était mon adjoint au lycée Bafouji. D'accord, nous avons fait assez de chemin et beaucoup savent en fait mon parcours, sauf que en fait on n'en parle pas trop. Mais ma venue sur la scène nationale et autres, pour moi, c'est pas, il n'y a rien d'étonnant pour moi parce que de toute façon. Les Burkinabés vous ont connu dans la ferveur de la lutte contre la modification de la titre français, le CAR. Tout à fait. Collectif anti-référendum. Anti-référendum, tout à fait. Parce Comment vous vous êtes retrouvé propulsé sur la scène politique justement? Ce sont des concours de circonstances. Voilà, parce que... Est-ce qu'il est vrai que Salif Diallo a été pour quelque chose? Bien sûr. Comment ça s'est passé le contact? Connaissez-vous l'homme? Comment ça s'est passé? Non. Au moins pour l'histoire. Non, c'est comme je vous ai dit, personnellement, j'ai un passé. J'ai un passé de personnes quand même, d'hommes d'action. J'ai un passé également de jeunes qui avaient la caution réellement de ses camarades, qui se faisaient facilement écouter et entendre. Et donc, c'est de ce point de vue, j'ai d'abord eu des contacts. Voilà, avec d'abord le Larlé Naba, par la suite Salif Diallo et tout. Et il était question, en son temps, de travailler à ce que la forfaiture, c'est-à-dire de l'article 37, ne passe pas. En ce moment, vous étiez de service administrativement à Ouagadougou? Ah, bien sûr, bien sûr. J'étais en ce moment à la DPLVE. Voilà, la direction de la protection et de la lutte contre les violences faites aux enfants. Donc c'est comme ça les choses ont été nouées, mais j'ai pris assez de temps d'abord pour réfléchir. Mais la dynamique était déjà engagée. Et pour moi, effectivement, le combat que nous devions livrer, pour moi, était véritablement un bon combat, était noble. Parce que depuis que personnellement je suis né, c'est le seul président que j'ai connu. Et je ne pouvais pas continuer à accepter tout ce que nous vivions comme souffrance. Il fallait à un moment donné donner sa vie à un autre combat. J'ai tellement essayé les syndicats et autres que je pensais aussi qu'il était temps pour moi de sortir et de mener le combat aux côtés d'autres camarades pour la liberté. Donc le Lalé Naba, Salif Diallo ont été je les ai tous côtoyés, oui, bien sûr. Du collectif c'est comme je l'ai dit, en son temps, le collectif a été créé et nous nous sommes associés aux autres mouvements, au CFOP. Voilà. Mais ces actes, comme on le disait à l'époque, ça a été créé au siège du MPP, le cas, où vous avez tout simplement bénéficié de leur soutien, tout simplement. J'ai dit, je crois, au grand déballage avec Ismaël Ouedraogo, que je reconnaissais effectivement que le CAR a été créé au MPP. Je l'ai dit. Et par la suite, après la mission que nous avons tous effectuée avec bravoure et aux côtés d'autres partis, nous avons estimé qu'il était temps pour nous de rediriger notre combat ailleurs. C'est ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a valu toute la foudre des premiers responsables du MPP. On s'attendait justement, en toute logique, après tous ces services rendus, qu'il y ait un peu cet amour-là continue, mais finalement, il y a eu divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en réalité, c'est comme j'ai dit, peut-être c'est mal me connaître. C'est vrai que je suis un jeune, je n'ai pas peut-être l'expérience qu'il faille, mais j'ai au moins une chose, j'ai des principes. J'ai des principes et j'ai jamais, à un moment donné de ma vie, accepté suivre comme un mouton. D'ailleurs, la preuve, feu Salif Diallo, voilà un homme que je respecte beaucoup et l'a reconnu un jour. Parce que lui-même, il m'a demandé quel courage j'avais eu pour faire certaines choses. Et c'était devant témoin. Nous avons échangé et c'est aujourd'hui, je crois qu'il est temps aussi que nous refusons de nous soumettre jusqu'à un niveau. En tant que jeune, j'avais aussi besoin de m'essayer. J'avais aussi besoin de voir quelle direction prendre. Est-ce que réellement j'étais est-ce que les décisions que je prenais, c'était réellement ma volonté? Est-ce que je n'exerçais pas la volonté d'autrui? Et j'avais besoin de tout ça pour comprendre et prendre d'autres chemins. Et enfin voir réellement est-ce que si je suis en phase avec mes propres principes. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait avec beaucoup de camarades et nous avons décidé de changer le nom collectif anti-référendum
à un congrès et nous sommes allés à Citoyens africains pour la Renaissance, pour montrer un peu la dimension de nos ambitions et de notre vision quant à l'Afrique et même à l'unité africaine que nous avons tant cherché. Alors, à l'arrivée du MPP, les ponts n'étaient pas totalement coupés. Au fur et à mesure, finalement, il y a eu un peu cette cassure. Qu'est-ce qui a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'Hervé Ouattara se retourne du MPP et se retrouve militant aujourd'hui du MPS, un parti politique de l'opposition? Je pense qu'il faut rectifier une chose. Je n'ai jamais été un militant du MPP. Vous avez été un élément proche dans tous les cas. Votre structure a été un élément proche en fait, du parti politique. Je le dis, mais il y a une confusion. J'ai même vu souvent des gens balancer mes images avec des habits du MPP, chose que je n'ai jamais refusée. Vous n'avez porté un t-shirt du MPP? Non, vous savez, on dit l'habit ne fait pas toujours le moine. Je pense que porter un habit ou une chemise ne fait pas de toi un bon militant. Voilà, il faut faire la part des choses. Et personne ne m'a déjà vu quelque part faire vanter les mérites ou me battre contre pour les objectifs du MPP comme je le fais et le MPS en toute connaissance de cause, en toute responsabilité, je veux dire. J'ai seulement dit à un moment donné de mon histoire, j'ai accepté une collaboration avec le parti au pouvoir. Et nulle part quelqu'un ne peut me montrer où Hervé Ouattara a une carte du MPP et nulle part également personne ne peut brandir un jour une cotisation du Hervé Ouattara au sein du MPP pour quoi que ce soit. Alors pourquoi cette collaboration s'est arrêtée? Il y a eu la rupture? Non, c'est comme j'ai dit, c'était une collaboration pour un objectif. Ça a été fait. C'est quoi exactement, de façon précise? Est-ce que vous avez eu des attentes qui n'ont pas été comblées? Est-ce que vous avez reçu des instructions que vous n'avez pas suivies? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, nous avons fini l'insurrection. D'ailleurs, il faut aussi dire une chose. Aujourd'hui, l'insurrection a été tellement tronquée que et souvent, avec le recul, je vois que les gens sont très malhonnêtes. Quand je vois aujourd'hui certains dire c'est nous qui avons dit de faire l'insurrection, nous qui avons dit de faire ceci, mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que je crois que l'insurrection... Vous pensez à qui exactement? Non, pour le moment, je préfère ne pas citer. Parce que sur la question, c'est le docteur Émile Paré qui dit que c'est le MPP qui a mené l'insurrection, qui a donné les instructions. Le docteur Émile Paré, c'est un grand frère que je respecte. Mais en réalité, j'ai l'impression que souvent, il se laisse trop aller. Voilà, et quand nous qui sommes jeunes... Il raconte des choses qui ne sont pas exactes. Mais comme il se joue les oraux actuellement, je pense que je ne veux pas lui enlever l'envie quand même de ce... Mais pour les besoins de l'histoire, de votre témoignage, mais je pense aussi que, bien savoir. Oui, c'est ça, j'ai dit. Je pense que les gens auront, surtout des intellectuels de sa trempe, ont besoin quand même de rétablir notre histoire de façon honnête et sincère. Les politiques se sont débinés. Quand le président Compaoré a décidé de retirer, le projet de loi. Ils se sont débinés. Et nous étions obligés de dire, bon, nous prenons nos responsabilités. La preuve, aucun homme politique n'était présent lorsque la prise de pouvoir se faisait. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes en réalité. Donc ce n'est pas aujourd'hui, parce que la chose a été acquise, que chacun soit, il se tape la poitrine. Nous avons vu certains qui avaient pris des avions, quittaient même le pays. Vous faites allusion à qui? Non, et je pense que... Qui avait quitté le pays? Ils sont nombreux. Donnez-nous des noms, Hervé Ouattara. C'est ce que je dis. Pour le moment, vous savez, il y a d'autres qui ne sont même plus dans ce monde. Je préfère ne pas remuer le couteau dans la plaie. Mais d'autres ont quitté même le pays. Et c'est hors du pays que ces personnes parlaient, pendant que la jeunesse a pris ses responsabilités ici. Tout comme il y a ceux-là aussi qui ont profité de cette transition pour devenir aujourd'hui des héros. Voilà, et d'autres même sont allés jusqu'à écrire des livres où ils disent que de l'insurrection au perchoir ou de quoi, mais ce sont de la foutaise. Vous faites allusion au ministre de la Défense? Peut-être, je ne sais pas trop. Parce que c'est le titre de son ouvrage que vous venez de citer. Je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre Chérif Sy, sauf que... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il raconte sa vie dans son livre? Mais Chérif Sy a fait quoi dans l'insurrection, de vous à moi? C'est un citoyen comme tous les autres, il dit qu'il était dans la rue. Il était dans quelle rue? Vous contestez cela? Quand j'ai vu le ministre Chérif Sy, c'était à l'état-major, et au camp Guillaume, quand les Guy Hervé Kam sont allés le prendre à Méné pour qu'il échange avec Donc vous contestez la version des faits de Moumouna Chérif Sy? C'est son histoire qu'il raconte, donc pour moi, je n'ai rien à contester. Je le dis seulement, à un moment, il faut que les gens aient l'honnêteté quand même de rétablir la vérité, et c'est ce que moi je demande. C'est tout. Parce que dans son livre, Chérif Sy n'a pas donné la vérité. Quelle vérité? Il n'y a rien de vrai dedans. De toute façon, je vous dis clairement que des gens ont quitté le néant pour venir. Et j'ai vu des gens m'insulter, que j'ai parachuté. Mais moi, au moins, j'ai eu le mérite d'être dans la rue auprès des gens qui sont là, qui sont vivants. Des gens avec lesquels d'autres aussi sont rentrés à Koussam ressortis. Ils sont vivants.
Tout comme quand il y a eu le coup d'État. Mais nous savons aussi comment certains ont disparu pour devenir aujourd'hui les héros incontestables aujourd'hui de la scène burkinabé. Qui sont ces héros incontestables? Mais moi, je ne sais pas. Vous lisez l'actualité, vous savez. Vous ne parlez pas pour moi, Hervé Ouattara? Non, mais je dis même le peuple burkinabé aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Notre histoire a été tronquée et récupérée par des gens qui n'ont pas eu le courage au temps de Thomas Sankara. Et ils ont laissé Thomas Sankara assassiner sauvagement. Et aujourd'hui, ils deviennent des héros à la période de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc, je dis que c'est malhonnête. Alors, justement, à propos de cette transition, vous avez été élu député au niveau du Conseil national de la transition, président du groupe parlementaire des députés des organisations de la société civile. Vous avez été un acteur de cette transition, proche de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Aujourd'hui, avec le recul, quand vous analysez, qu'est-ce que vous retenez un peu de cette contribution que vous avez apportée à cette phase de l'histoire du pays? C'est avec fierté, hein. C'est avec fierté. Je crois qu'à un moment... Qu'est-ce qui vous fait le plus fier? Alors, ce qui me rend peut-être fier, c'est d'avoir participé à un moment donné à quelque chose de bien. Parce que pour moi, aujourd'hui, en tant que jeune, être aux côtés de la masse et me battre réellement pour un changement, il n'y a rien de tel. Et pourtant, pour certains, vous avez contribué à perpétrer un coup d'État, justement, en mettant de côté le chef d'État-major général des armées, en propulsant un élément de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas comment on peut qualifier ces genres de choses. C'est une observation. Oui, mais je pense qu'ils ont... Est-ce que vous admettez que vous avez contribué à perpétrer un coup d'État? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent coup d'État ici. À partir du moment où le président du Faso a démissionné, il a demandé à ce qu'on mette la mise en œuvre de l'article 43. Le chef d'état-major général s'est proclamé président. Et finalement, c'est un élément qui... Un lieutenant-colonel qui met de côté un général. Est-ce que selon vous... Le chef d'état-major général des armées. Selon vous, les textes du Burkina disent que c'est le chef d'état-major qui devait prendre le pouvoir? Dès lors qu'on décrète l'état d'urgence, à qui revient cette responsabilité au niveau de l'armée? Mais aucune loi ne dit que même s'il y a état d'urgence, c'est le chef d'état-major qui exerce le pouvoir d'État. Aucune loi ne dit ça. Donc dès lors que le président partait, c'était... Mais c'était une question de rapport de force. Et finalement, le rapport de force était en votre faveur ou de votre élément? Non, écoutez, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut, dans le besoin de rétablissement de l'histoire, dire les choses telles que ça s'est présenté. Personne ne connaissait le général Yacouba Isaac Zida lors de la... Lieutenant-colonel à l'époque. Oui, si vous voulez, mais moi je pense qu'il est général aujourd'hui. C'est ce qui compte. Ce n'est pas contestable. On resitue les choses dans leur contexte. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on parle le même langage. J'ai dit... Et je le répète, pour le besoin de l'histoire, il faut dire les choses telles que ça se présente. Il faut éviter, à un moment donné, d'écrire l'histoire parce que tout simplement on a à la commande ou tout simplement on a aujourd'hui voix au chapitre plus que l'autre. L'histoire véritable, c'est que quand nous sommes arrivés, personne ne connaissait le général Yacouba Isaac Zida. Et les gens qui étaient dans la salle, nous les connaissons tous. C'est comme j'ai dit, il y avait Luc Marie Subriga, il y avait moi-même, il y avait Guy Hervé Cam, il y avait Smokey, il y avait tous. Donc il faut que nous arrêtions d'écrire l'histoire à notre façon. Il y a une vérité et quand le général est rentré, c'est dans la salle tout est décidé. En présence de Honoré Nabéré. Vous comprenez? Le chef d'état-major général des armées à l'époque. Oui, mais attendez, est-ce que c'est à nous de dire au général de prendre? Il était là. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je pense qu'il ne faut pas revenir sur des faits qui est censé être connu de tous. Donc vous retenez que c'est une action de fierté que vous avez posée durant cette phase de transition. Nous avons fait ce qu'on a à faire. S'il y a des gens aujourd'hui n'ont pas été à la hauteur de s'exprimer en ce moment, si des gens n'ont pas été à la hauteur en ce moment de prendre les responsabilités, qui ne viennent pas jeter leurs faiblesses aujourd'hui sur des jeunes comme nous, qui ont quand même eu le courage à un moment donné de s'exprimer et de poser des actions, même si dans ces actions, il y a des actions maladroites. Est-ce que si c'était à refaire, Hervé Ouattara, vous allez refaire la même chose? Avec plaisir. Il n'y a pas de regret. Je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien. Je porte sur moi et tout ce qui s'est passé. J'assume, et comme je dis, et tout ce qui est bien dans mes actions, et j'assume tout ce qui est mauvais également. Et je fais avec, parce que c'est ça aussi les œuvres humaines. Alors, on va faire un tour rapidement des acteurs de la transition. Vous avez évoqué Chérif Sy à propos de son livre, on va revenir. Mais on va commencer par Michel Kafando, le président de la transition. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'ancien président de la transition, Michel Kafando? Je n'ai pas une liaison directe avec lui. Voilà, sauf que c'est un monsieur que je respecte beaucoup, un homme plein de sagesse. Voilà, et un homme réellement qui a su donner au Burkina Faso. Et j'allais dire tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme image et autres. Vraiment, c'est un homme qui s'est sacrifié pour le pays.
Est-ce que Michel Kafando, ancien président de la transition, est un militant du MPS, votre parti politique dirigé par Augustin Loada? À ma connaissance, non. Il n'est pas du MPS? À ma connaissance, non. Alors, aujourd'hui, l'ancien président du Conseil national de la transition, CNT, qui a été à la fin de la transition haut représentant du chef de l'État, aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Chérif Sy, vous avez tantôt parlé de son livre. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec lui? Je n'ai pas de rapport avec Chérif Sy. C'est la rupture? Pourquoi? Lui et moi, on a, à part la transition... Parce que selon nos informations, il semble que vous étiez proche sous la transition et vous étiez un de ces éléments de confiance au niveau du CNT. Je n'ai jamais été un élément de confiance de Chérif Sy. C'est comme j'ai dit, ça c'est des lectures erronées de l'histoire. Ce sont des informations qui nous parviennent. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, c'est des lectures erronées. Vous n'avez jamais été proche de Chérif Sy? Proche, c'est-à-dire, nous étions tous au CNT ensemble. Président d'un groupe parlementaire? Ah, bien sûr. Et après, j'ai collaboré avec lui comme n'importe qui. Ça s'arrêtait là? Il avait son petit groupe à lui. Quel était son petit groupe? Mais je ne sais pas, je pense que... Puisque c'est vous le dites, Hervé Ouattara. Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'affirmer si vous ne donnez pas des éléments. Non, ce que je dis, je pense que il avait son petit groupe parce qu'il avait son cercle à lui. Donc je ne connais pas tous les noms, donc je ne sais pas. Donnez les noms que vous avez. Quels sont ces noms que vous avez, Hervé Ouattara? Vous savez, je pense que... le petit noyau, il y avait même l'actuel ministre de Commerce, Harouna Kaboulé. Harouna Kaboulé faisait partie de son petit cercle. C'était les éléments de son petit cercle. Et ça continue. Et pourtant, il nous revient que vous faisiez partie justement de son pays. Vous avez même bénéficié de ces largesses. Largesses de qui? Du président du CNT. Et il avait ces largesses là où il a gagné ça où? Pour que moi, il bénéficie de ça. Je vous pose la question. Non, mais c'est à vous de me parler de ces largesses. Parce que Richard est venu en tant que journaliste au CNT. Si moi, j'ai bénéficié de ces largesses, il a eu ces moyens là où? Je vous pose la question. Non, c'est du n'importe quoi. Je dis, en fait, il faut arrêter ça. Il faut que nous arrêtions. Quelle largesse, par rapport à quoi et quand? Pourquoi? C'est des conneries. Je pense qu'il faut, quand on veut écrire l'histoire de ce pays, il faut l'écrire de façon sincère et honnête. Mais il faut éviter de vouloir jeter le discrédit sur les uns pour blanchir les autres. Non, donc aujourd'hui, avec Chérif Sy, vous n'avez pas de rapport avec lui? Je n'ai pas de rapport avec lui. Depuis qu'il a été ministre, il y a une seule fois, il y a eu des situations où on a voulu l'interpeller et j'ai tenté de l'appeler pour lui dire, bon, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il ne m'a pas décroché. Et à ce jour... Mais jusqu'à aujourd'hui, lui et moi, il n'y a jamais pas de contact, même pas de choses. Lui et moi, parce qu'en réalité, c'est comme j'ai dit, le ministre Chérif Sy, c'était le CNT qui nous a réunis. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de relation directe entre lui et moi. Alors, en avril 2017, avec certains camarades, vous avez créé des parlementaires de la législature. De la transition, on crée un comité pour défendre et consolider les acquis du CNT. C'était en avril 2017. Oui. À l'époque, d'aucuns estimaient que ce n'était pas bien vu par Chérif Sy. Est-ce que c'était exact? Pour créer le comité pour défendre et consolider les acquis. À l'époque, c'était David Moenga qui était devant. Oui. Et vous-même, vous étiez membre aussi de ce comité pour défendre et consolider les acquis du CNT. Oui, mais ça, c'était une organisation. Mais je vous dis que c'était une organisation entre des anciens députés de la transition qui n'avaient rien à voir avec Chérif Sy. Et pourquoi cette organisation a été créée? Parce que tout simplement, à un moment, il devait avoir d'abord une dynamique qui devait regrouper tous les anciens députés. Mais cette structure a été cassée par Chérif Sy lui-même. Comment ça? Mais bien sûr, parce que c'est Chérif Sy lui-même. Alors que c'était lui le président du CNT. Est-ce que vous l'avez approché pour qu'il adhère à votre projet? Ça n'a jamais, parce qu'il n'a jamais su maîtriser certains députés. Ça, je vous le dis. Il voulait maîtriser certains députés. Mais c'est ça, parce que Chérif Sy a voulu maîtriser tout le monde. À l'époque, il était haut représentant du chef de l'État. Mais demandez-lui comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Mais demandez-lui, parce que je me rappelle moi-même être chez Chérif Sy lors d'une fête avec des amis, parce que j'ai des témoins, où je discutais de la situation du pays avec lui, où lui-même il a reconnu que effectivement ça ne va pas. Et c'est maintenant, il reconnaît que le général Yacouba Isaac Zida a vraiment bien fait de quitter le pays, parce que s'il était là, il allait mourir. Chérif Sy, mais a tenu ses propos devant vous. Mais j'ai dit devant témoin également. Je parle, j'étais dans un micro, vous êtes là, vous m'écoutez. Et les gens m'écoutent, lui, il peut m'écouter. Si c'est faux qu'il dit que c'est faux. Et quelques semaines plus tard, il a été nommé au représentant du chef de l'État. Pendant que nous abordons des sujets, quand même, qui étaient censés être des sujets qui devaient nous permettre d'écrire l'histoire autrement. Et moi, aujourd'hui, en tant que son jeune frère, quelle image dois-je avoir d'une personne pareille? Comment vous avez pris cela, Hervé Ouattara? Comme une haute trahison. Et je vous dis, c'est la pire trahison de l'histoire de Burkina Faso. Après Blaise Compaoré et Sankara. Vis-à-vis de votre personne? Non, de toute la transition. Donc c'est pour cela qu'il ne voulait pas du comité pour défendre et consolider les acquis. Il fallait casser toutes les dynamiques qui devaient permettre une résistance. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce que vous savez, Hervé Ouattara? Donc tout ce que j'ai dit, vous ne m'écoutez pas. Sinon moi, je vous pose les questions. Voilà, parce que moi, je vous dis déjà ce qui se passe. Toutes les dynamiques ont été cassées à dessein pour éviter toute résistance quelconque.
tous ceux qui ont voulu. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Parce que là, ce sont des propos, les auditeurs ne comprennent pas. On veut bien avoir des détails. Je vous dis d'abord, à la fin de la transition, il devait avoir une structure fêtière qui devait permettre aux députés de se retrouver et quand même de travailler pour que les acquis quand même soient pérennes et autres, soient maintenus et qu'on puisse renforcer les choses. Mais cette organisation a été savamment étouffée par le ministre Chérif Sy lui-même. Et j'ai invité Moyenga Désiré, et je pense qu'il vous dira mieux sur ce sujet que moi. David Moyenga. Ah, bien sûr, il vous dira. Donc c'est pas une question de jeter l'anathème sur lui, mais j'ai dit des faits. C'est des faits. Et en plus de ça, je pense que quand à un moment donné, on quitte un groupe, on est dans une dynamique, ça veut dire que lorsque tu te démarques, démarque-toi clairement. Mais lorsque, par exemple, on fait semblant d'épouser des choses, d'être avec des gens, et qu'après, à la grande surprise de tout le monde, on se fait nommer aux représentants et autres, mais ça pose un problème. Et moi, par exemple, je cherche aujourd'hui des repères, je cherche aujourd'hui des idées pour qu'on puisse m'indiquer la voie, le schéma à suivre. Parce que je pense quand même que j'ai fait tellement d'erreurs, tellement de bêtises, que j'ai besoin de m'adresser toujours sur des aînés pour avancer. Mais lorsque des aînés, qui étaient censés même d'abord protéger leurs compagnons de lutte, on l'a laissé sauvagement abattu. Je parle de Thomas Sankara. Ces aînés n'ont pas été capables de défendre Thomas Sankara en leur période. Et c'est maintenant, ils se jouent les héros, ils parlent des prisons qu'ils ont eu à faire, ils parlent des séquestrations qu'ils ont subies. Moi, j'ai vraiment honte. Et pire, c'est des gens aujourd'hui qui se sont donnés comme mission de détruire tout ce que nous construisons, parce qu'ils n'ont pas besoin de voir aujourd'hui des jeunes, en dehors de leurs enfants, de leurs cousins, de leurs nièces, c'est-à-dire s'élever. Et nous voyons comment ça se passe. Et comment cela est fait, comment cela est géré. Donc c'est regrettable. Et je vous dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui passe par le dos de la cuillère. Je vous dis les choses telles que ça se présente. Et c'est comme ça réellement que les choses se passent. Et c'est malheureux. Alors, donc Chérif Sy, il n'y a plus de contact? Alors non, je n'ai pas de contact avec Chérif Sy. Et puis je n'ai même pas besoin d'avoir de contact avec lui. Et qu'en est-il de Maître Guy Hervé Kam, ancien porte-parole du Balai citoyen, avec qui vous étiez justement au camp Guillaume? Vous avez suivi toutes les tractations? Oui, c'est un Burkinabé, c'était un camarade également. Par moment, les contacts n'ont pas toujours été cordiaux. Il n'y a jamais eu de problème entre Guy Hervé et moi. Jamais de problème. Et quand il est arrivé souvent que j'ai besoin de lui, il a toujours répondu présent. Donc franchement, je n'ai pas de problème avec lui. Voilà. Et Safiatou Lopez, avec qui vous avez cheminé sous la transition, et même à la fin de la transition, vous avez créé une coalition Boribana avec bien sûr. Marcel Tankwano du M21. Bien sûr, ouais, avec elle, c'est une grande sœur, c'est une bonne grande sœur également que je respecte. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans des dynamiques nouvelles, mais c'est toujours pour l'intérêt du pays et nous gardons toujours de bonnes relations. Elle et moi, nous communiquons toujours quand le besoin se fait sentir. Donc franchement, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas été invitée à militer au MPS? Alors je pense que c'est elle qui peut répondre à cette question. Mais moi, vous n'avez pas fait la démarche? Non. Comment vous appréciez aujourd'hui le fait que Safiatou Lopez, avec qui vous avez essayé de mener des fronts communs juste pour soutenir la transition, et après aussi Boribana par rapport aux dérives que vous avez qualifiées de la gestion du MPP, aujourd'hui qui se retrouve sur la scène avec le mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix et de la cohésion sociale, avec un certain nombre d'acteurs de l'ancien régime et de la transition? Comment vous appréciez un peu cette mise en orbite plutôt de Safiatou Lopez? Alors, je pense plutôt que c'est louable. Tout ce qu'on peut faire dans le cadre de la réconciliation, moi je pense qu'il faut accompagner. Parce que ce mouvement prône le retour de ceux qu'ils appellent les exilés politiques, Blaise Compaoré, Yacouba Isaac Zida, parce que ça vous arrange aussi au niveau du MPS. Vous savez, je vais vous dire une chose. La réconciliation au Burkina, c'est un impératif. Sauf que peut-être j'ai ma petite lecture, ma petite vision sur la question. Quelle est votre lecture? Je crois aujourd'hui que ce n'est pas dans le discours. La réconciliation, ça va au-delà de ces questions de discours et tout. Aujourd'hui, d'abord, nous devons tous accepter et parler, et comprendre un peu le sens que nous donnons à la réconciliation. Que ce soit les politiques, la société civile, les religieux, les coutumiers. Il faut que nous tombions d'accord d'abord sur ce que nous comprenons de la réconciliation et comment nous comptons faire cette réconciliation. C'est à partir de là-bas, les pistes pourraient être dégagées pour que nous avancions. Parce que nous n'avons pas les mêmes agendas actuellement, nous n'avons pas les mêmes façons de voir la transition et la réconciliation, et nous n'avons même pas les mêmes volontés
politique de faire cette réconciliation. Donc du coup, il y a toujours des dynamiques qui sont neutralisées, des dynamiques qui sont encore sapées, et ça fait qu'on est dans un perpétuel recommencement quand on parle de réconciliation. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que réellement si la question de la réconciliation préoccupe le pouvoir en place, il y a lieu que nous nous asseyons. Et quand je parle de nous, c'est toutes les sensibilités. Et que les gens disent réellement qu'est-ce qu'on met dans la réconciliation. Comment on comprend cette réconciliation et comment chacun y va. Et à partir de ces instants, vous verrez que les choses vont aller d'elles-mêmes. Parce que ici, là, c'est de la mascarade que nos hommes politiques nous offrent actuellement. Quand je vois le pouvoir qui sort, qui dit il faut que nous attrapions cohésion sociale, mais on parle un langage, le président même du Faso parle de cohésion sociale, pendant qu'en bas, c'est un autre travail qui est fait par le régime. Donc il y a un problème. Nous pensons qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de réconciliation, de cohésion sociale, appeler les Burkinabés à entrer ensemble, pendant que nuitamment, vous agressez les mêmes Burkinabés. Vous agressez, c'est la chasse aux sorciers. Ça devient un problème. Donc moi je crois qu'il y a d'abord, il n'y a même pas une volonté politique dans cette question. Et il y a également la sournoiserie. Il y a un manque de sincérité dans tout ça. Et c'est dommage, malheureusement. Rapidement sur la transition, Hervé Ouattara, qu'est-ce que la transition vous a apporté? À moi? Oui. Mais voici, Hervé Ouattara plein de vision et aguerri, parce que j'ai appris à travers la transition à côtoyer quand même un certain nombre de milieux qui m'ont permis d'avoir une autre vision du monde et même de la gestion de la chose publique. J'ai beaucoup appris. Tout comme également, j'ai eu assez de difficultés qui ont été par moments des tremplins pour le renforcement de la personnalité que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes enrichi, Hervé Ouattara? J'ai été toujours riche. Franchement. Vous avez toujours été... J'ai été toujours riche. Après le collège, la formation à Gawa... Je vous dis que j'ai été toujours riche. C'est ceux qui ne l'ont pas compris qui pensent que... Les Burkinabés n'ont pas compris comment vous vous êtes débrouillé après la transition de construire une grosse maison. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, ils n'ignorent pas comment j'ai construit ma maison. Comment vous avez construit la maison? Pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. Ça, c'est ma vie privée. Je n'ai pas venir à... Vous êtes devenu un homme politique, Hervé Ouattara. Oui, mais si aujourd'hui quelqu'un... Et la transparence, c'est proclamé partout. Mais je vais même vous dire que parlant de cette transparence, il y a une enquête qui a été ouverte sur ma personne pour enrichissement illicite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a rien? Non, mais je vous dis... Justement, faites-vous allusion un peu à cette procédure judiciaire là où on parle de chantage et enrichissement illicite. Mais bien sûr. Cela fait suite à des propos d'un de vos anciens lieutenants, Raouf Bahiré. Non, mais comment Raouf Bahiré a parlé? Je le cite à l'époque, Raouf Bahiré, qui était avec vous, a dit que vous avez, en fait, Hervé Ouattara envoyé des missions chez des ex-gourous du régime dessus, prétextant qu'il y a des dossiers dans son bureau. Nous avons compris que la lutte a été vendue avec la visite de Edi Kombouego, président du CDP, au siège du cas. Mieux, il a remis une enveloppe au camarade président qui n'a pas voulu l'ouvrir devant les autres. Fin de citation. C'était les propos de Raouf Bahiré, à l'époque président du mouvement citoyen pour l'ancrage de la démocratie, MOCAD, au cours d'une conférence de presse le 5 juillet 2016. Oui, je vais vous dire une chose. C'est quelqu'un qui était proche de vous qui le dit, Hervé Qui dormait au siège même du CAR. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, parlant de l'enrichissement illicite, d'abord, la question que vous posez, vous devez vous poser, Raouf Bahiré a fait sa conférence de presse où? C'était le 5 juillet 2016 à Ouagadougou. Dans quel cadre? Le cadre où il a fait sa réunion. Le cadre appartient à qui? Je ne vais pas aller plus loin parce que pour le moment, il y a des choses que je préfère ne pas le dire actuellement pour qu'on ne pense pas... Que voulez-vous insinuer? Que Raouf Bahiré a été instrumentalisé? Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que la preuve, après cette conférence de presse, j'ai été encore appelé par une haute autorité. J'ai encore dit devant témoin pour me dire que ce qui s'est passé comme conférence de presse, c'était une manigance parce qu'il y a 15 millions qui ont été donnés pour saboter le CAR. Et que chaque jour, on verra des démissions au sein du CAR, mais de ne pas m'en faire, parce qu'en réalité, ils ont dit à l'intéressé de me voir et de me laisser tranquille. Parce que ce n'est pas de cette façon qu'on pourrait régler mon problème. Alors, sur les faits, est-ce que, effectivement, après la visite d'Edi Kombouego, on vous a remis une enveloppe que vous avez refusé de... Edi Kombouego est vivant. Et vous avez refusé d'ouvrir l'enveloppe devant les autres camarades du CAR? Écoutez-moi très bien. Parce que c'est comme j'ai dit, si on veut, on n'aime pas Hervé, il faut dire qu'on ne l'aime pas. Mais je vais aller avec l'histoire et je vais vous expliquer autre histoire. Allez-y rapidement. Très bien. Edi Kombouego est venu devant plus de 30 personnes. J'ai dit bien devant plus de 30 personnes, on était assis. Edi Kombouego et moi, devant les 30 personnes, et ces gens, ils sont vivants. Il n'y a jamais eu une question de tête à tête entre le président Edi et moi, Hervé Ouattara, en dehors des 30. Et c'est de la grande salle que nous l'avons tous accompagné à la porte
où il y a des images, et il a donné tout ce que Éric Kombouebo a fait, c'est enlever sa carte de visite, il est vivant, j'ai dit, et il a donné ça à tout un chacun. Donc il n'y a pas eu de remise d'enveloppe. Je vous dis que les gens étaient présents. Et qu'en est-il de ce que vous envoyez des militants chez les ex-gourous pour en quelque sorte les faire du chantage? Mais montrez-moi ces gourous, qu'on me cite au moins 2 chez qui j'ai envoyé quelqu'un. Qu'on me cite 2. J'ai dit mais 2. La preuve, c'est le même Éric Kombouebo, le président du CDP que je respecte beaucoup. Que je respecte parce que c'est un grand frère, qui m'a vu à l'AICO, qui m'a dit, Hervé, on a envoyé ton vice-président Abraham Badolo, qui est aussi vivant. Lui aussi, c'est une rupture devant, il n'est plus avec vous. Mais oui, mais c'est mon petit frère, c'est un jeune aussi que je respecte beaucoup. On a envoyé Abraham Badolo avec le numéro du général Gilbert Diendéré pour te remettre. J'ai dit non, moi je ne prends pas ces numéros. J'ai refusé de prendre le numéro. Et j'ai appelé Abraham Badolo, je suis allé le rencontrer avec témoin encore pour dire à Abraham Badolo, petit frère, je ne veux plus qu'on fonce de cette façon. À l'époque, le tribunal de grande instance, on va aller rapidement, oui. Le tribunal de grande instance a ouvert une information judiciaire contre vous pour chantage et enrichissement illicite présumé. Oui. Où nous en sommes avec cette... Est-ce que vous avez été entendu par la justice? C'est ça, je vous dis non. Jusqu'à présent, non. C'était de la mascarade politique. Et cette mascarade politique continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue parce qu'en réalité, on trouve que Hervé Ouattara est incontrôlable. C'est un jeune qui vient, il met le pied dans les plats qu'il ne faut pas, qui dit des choses qu'il ne faut pas. Mais c'est comme ça que j'ai été toujours. Et ils ont essayé. Voilà, c'est la gendarmerie de Passepanga. Je me suis rendu moi-même avec mon avocat. Aller voir l'adjudant Savadogo, je crois. Et j'ai dit, moi, je suis à leur disposition. Il a dit que c'est un soit transmis de la justice pour enrichissement illicite et autres. Mais c'est des foutaises, c'est ce que je dis. On parle de quel enrichissement illicite? Est-ce qu'aujourd'hui, certains leaders du MPP disent qu'ils ne savent pas comment j'ai eu mon argent? Ils peuvent dire ça. Comment vous avez eu votre argent? Mais il faut les demander également, puisqu'on trouve que j'ai... En attendant, c'est ma vie privée. Non, j'ai dit, aujourd'hui, non, écoutez, c'est ça que j'ai dit. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur de ma vie privée. Mais je pense aussi que ceux qui cherchent à me discréditer, ceux qui cherchent à me salir aujourd'hui, sont les mieux placés, qui savent comment j'ai construit ma maison. Donc ils arrêtent. S'ils ne veulent pas dire la vérité au peuple burkinabé, qu'ils ne pensent pas aujourd'hui qu'à travers cette délation, ces mensonges grotesques, ils pourront m'anéantir avec ça. Il faut beaucoup plus que ça pour m'anéantir, c'est ce que je veux dire. Donc je trouve que ce n'est pas sérieux et ce n'est pas de cette façon qu'on mène des combats politiques. Dernière question sur vos rapports, toujours la transition. Quels sont vos rapports avec le député Abdoulaye Moussé du MPP, chargé des organisations de la société civile et tout ce qui les structure? Parce qu'il semble qu'au départ, vous évoluez sous sa coupe, en quelque sorte, et après il y a eu une rupture, vous êtes devenu trop indépendant, trop autonome et vos rapports ne sont plus coordonnés également. Mais c'est comme je vous ai toujours dit, ça a été comme ça, j'ai été toujours considéré. Voilà. Mais entre Abdoulaye Moussé et moi, j'avoue que pour le moment, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème parce que jusqu'à preuve du contraire. Parce que c'est lui qui était chargé, semble-t-il, de coordonner toutes les organisations de la société civile qui étaient en quelque sorte les tentacules du MPP. Oui, c'est vrai, mais j'ai jamais eu de problème particulier avec le député, l'honorable Abdoulaye Moussé. Non. J'ai jamais eu de problème particulier et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème particulier avec lui. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Hervé Ouattara, le secrétaire chargé à la jeunesse du mouvement patriotique pour le salut MPS, est notre invité. On va s'arrêter largement sur le MPS. Comment vous vous êtes retrouvé au niveau de cette formation politique présidée par Augustin Loada? On a l'impression que c'est une façon de continuer la transition parce qu'on a un bon nombre d'acteurs de la transition qui se retrouvent au niveau du MPS. Alors, ça, c'est une vision très courte de la chose parce que le MPS également, c'est des jeunes qui n'ont pas été des acteurs majeurs, c'est des vieux qui n'ont pas été des acteurs majeurs, c'est des femmes également qui n'ont pas été au premier rang de la transition. Mais ceux qui sont au devant, dans tous les cas, ce sont des acteurs de la transition. On peut pas occulter cette réalité. Oui, et tout comme il y a beaucoup aussi qui n'étaient pas. Donc, je crois que le MPS, c'est toutes les sensibilités. Le MPS, en réalité, c'est le condensé de tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'on peut donner mieux au Burkina que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc le MPS, c'est ce Burkina libre, ce Burkina où la jeunesse s'épanouit, la jeunesse participe réellement au développement de son pays, la jeunesse se réalise. Voilà. Et également, le MPS, c'est ce parti qui veut que le Burkina soit réellement le pays où on clame haut et fort notre indépendance économique et même politique. Est-ce que le MPS, c'est l'incarnation en quelque sorte de l'esprit de la transition? Vous avez votre président Augustin Loada, ancien ministre sous la transition. C'est l'esprit de la transition. Vous avez un autre ancien ministre, Salifou Dambélé. Votre président d'honneur, c'est l'ancien premier ministre. Et bien d'autres acteurs qui occupaient des postes plus ou moins
important au niveau de l'administration. C'est comme si vous me dites aujourd'hui que le MPP aujourd'hui, c'est le régime de Blaise Compaoré qui continue. Parce que pour les opposants, justement, le MPP, c'est le CDP. Alors donc, si c'est le cas, si vous faites des gens de transition... Donc le MPS, c'est l'esprit de la transition. Alors si l'esprit de la transition, c'est la liberté, c'est le développement, oui. Pourquoi vous avez décidé de faire le saut? Le quoi? Le saut pour faire la politique. C'est une suite logique. Je pense que, et c'est comme j'ai dit, il ne faut pas se leurrer. La société civile et la politique, c'est juste un petit pas. On se côtoie matin, midi, soir. On parle presque le même langage, sauf que l'autre, il ne cherche pas le pouvoir d'État. Donc, à un moment donné, je crois qu'il ne faut pas, en tant que jeune, j'ai encore quelque chose à offrir à mon pays. Et peut-être qu'il faut embrasser le combat autrement. Et j'estime aussi à un moment que j'ai fait ce chemin avec des gens. Voilà, nous partageons les mêmes visions, nous voyons le Burkina aussi de la même façon. Alors pourquoi effectivement ne pas marcher avec eux pour la construction véritable d'un État? Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui m'a amené effectivement à m'engager, parce que j'ai besoin de m'essayer également dans la chose politique, d'apporter ma petite contribution dans ce sens-là. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui a été le déclic pour qu'Hervé Ouattara se décide à faire la politique, à se retrouver avec d'autres militants, d'autres camarades pour conquérir le pouvoir d'État? C'est venu naturellement, il n'y a pas eu assez de difficultés. La proximité avec l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida a joué pour quelque chose? Je pense que ma proximité avec le général Yacouba Isaac Zida a été pour beaucoup également dans mon engagement même dans la société civile. Parce que c'est quelqu'un qui a été toujours à l'écoute de ma personne et qui a su toujours me donner de bons conseils. Donc lorsque j'avais choisi d'aller réellement dans un parti politique, je lui ai dit clairement que je vais aller dans un parti politique. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait un choix. Le MPS n'était pas encore créé. Comment ça s'est passé alors pour que vous retrouviez un MPS? C'est ce que je vous ai dit. C'est des camarades aujourd'hui, avec des Burkinabés. Nous pensons que nous avons quelque chose à offrir à ce pays, que ce que ce pays vit aujourd'hui. Donc nous pensons que le Burkina mérite mieux que ce que nous vivons. Et nous pensons aussi que nous avons quelque chose à proposer à ce pays. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'un parti nouveau pouvait se créer avec de nouvelles orientations, de nouvelles visions pour aller maintenant et proposer cela au Burkinabé pour le salut. Un parti nouveau, est-ce que c'est pour continuer avec des anciennes pratiques? Et quelles sont ces anciennes pratiques? Tout le monde fait le même discours, mais après on se retrouve dans la réalité, c'est la même chose. En termes de gouvernance, en termes de démocratie. Nous savons, vous et moi, que même le petit noyau qu'on a tenté de salir, les diatribes qu'on a fait à l'encontre de Zida et tout, nous savons qu'il a été un homme réellement qui a donné sa vie pour ce pays. Nous savons également qu'en une année, ce qu'il a fait, s'il devait être là en 4 ans, vous et moi, nous connaissons le résultat. Donc, il ne faut pas se voiler la face. On peut ne pas l'aimer, on peut réellement avoir des choses à dire sur lui parce qu'il est humain, mais il faut reconnaître quand même qu'il a fait un sacrifice énorme pour ce pays et que ce qu'il a apporté au Burkina Faso en 12 mois, certains ne l'ont même pas encore fait en 4 ans. Et ça, c'est une triste réalité. À propos du MPS, de la politique, il y a les élections à venir 2020, principalement la présidentielle. Est-ce que le MPS sera sur la ligne de départ? Bien sûr. Nous sommes un parti, nous ne sommes pas nés pour être des observateurs. Nous sommes nés pour être des acteurs. Et je pense que nous serons sur la ligne, comme tous les autres partis, et nous pensons pouvoir donner notre mot d'ailleurs. Qui va défendre les couleurs du MPS? Soyez pas surpris. Vous serez en temps opportun très bien informés sur la question parce que nous sommes une organisation, nous sommes un parti très bien organisé qui a ses instances et en temps opportun, les instances décideront. Est-ce que le président Dounoué s'impose comme un candidat naturel du MPS, Yacouba Isaac Zida? C'est comme je vous ai dit, nous sommes un parti sérieux. Le parti a ses instances et nous déciderons. Quelle est votre préférence, Hervé Ouattara, personnellement? Mais je l'ai toujours dit. Je l'ai dit sur plein de médias qui, plus que Yacouba Isaac Zida, peut gérer ce pays actuellement. Il se trouve qu'il a préféré s'installer au Canada, il ne veut pas rentrer au pays. Je vous dirai tout de suite que si c'est par rapport au général Yacouba Zida, ne vous inquiétez pas, il rentrera. Quand? Bientôt. Bientôt quand? Je vous ai dit bientôt. Nous sommes en 2020, l'échéance est d'ici là. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit. Si nous ne nous inquiétons pas, vous n'avez pas à vous inquiéter non plus, parce qu'il rentrera. En 2019, on a entendu qu'il va rentrer, il n'est pas rentré. On est en 2020. Mais je ne sais pas, à moins que vous voulez être un militant du MPS, et là aussi je vous inviterai aussi pour mieux vous donner des explications, mais je crois que le général Yacouba Isaac Zida rentrera dans ce pays par la grande porte, et en 2020, sans problème. En 2020? Oui. Est-ce que vous avez la date? C'est ce qu'il vous a dit quand il veut rentrer? C'est ça que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il attend pour rentrer, Hervé Ouattara? Non, c'est comme je vous l'ai toujours dit, nous avons notre agenda à nous, voilà. Et nous suivons également notre agenda. Nous savons que chaque chose a son temps, chaque chose a sa période. Et il y a la période également du retour de Yacouba Isaac Zida que nous préparons. Et je crois qu'en temps opportun, vous serez invités à couvrir cet événement. Qu'est-ce qu'il vous a dit à propos du fait qu'il a refusé de répondre aux convocations de la justice
Parce que la justice veut l'entendre par rapport à un certain nombre de dossiers, notamment le dossier sur l'insurrection. Vous pensez que c'est lui qui a refusé de répondre? Le général Yacouba Isaac n'a Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce propos? Non, il ne m'a rien dit. Parce qu'il y a eu la commission rogatoire, les juges burkinabés ont souhaité l'entendre, les Canadiens ont pris la suite et il a émis le souhait de ne pas répondre aux questions pour le moment. Oui, mais ça, moi, je ne peux pas me prononcer. Il ne vous a rien dit? Je ne suis pas au courant de ça. Vous ne voulez pas dire ça au Burkinabé ou vous n'êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Hervé Ouattara du MPS, le mouvement patriotique pour le salut, est notre invité. Des questions d'actualité avec la situation sécuritaire qui est toujours assez critique. Un certain nombre d'attaques terroristes encore cette semaine. Il y a ce massacre, 39 personnes qui ont été tuées dans le village de Silgadji, commune de Tongomaël, province du Soum, région du Sahel. Hervé Ouattara, quelle est votre réaction sur cette énième attaque terroriste au Burkina? Mais c'est la désolation. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je crois que nous ne pouvons pas nous expliquer ce qui nous arrive. À part le fait que nous avons peut-être eu des autorités sans vision qui ont pris le pays et qui n'ont pas pris en considération un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas la critique facile justement de parler mais c'est ce qu'on dit. Parce que ça n'a pas commencé à l'arrivée du pouvoir du MPP. Ça a commencé en 2015. C'était sous la transition. Mais tout comme quand on vient, on dit que qui va loin mélange sa monture. Voilà, c'est ça, il est question. Qu'est-ce que sous la transition vous avez fait justement pour parer à cette situation? Parce que la situation sécuritaire ne s'est pas dégradée du jour au lendemain. Oui, mais je vous dis tout de suite que si vous avez bien regardé la façon dont les choses sont passées, beaucoup de choses ont été déjouées sous la transition. Et si vous avez lu même les livres du général Yacouba Isaac Zida et même certains témoignages, vous verrez que la transition a donné un certain nombre de pistes au pouvoir actuel avant qu'ils ne prennent chose. Mais tout ce qui les intéressait, c'était l'exercice du pouvoir, mais parce que c'est tout ce qu'on disait à côté, c'était même pas important pour eux. Je vais aussi vous dire quelque chose très rapidement. Même le recrutement des volontaires qui s'est fait tout de suite. Vous savez qu'à un moment donné, la société civile est allée voir le président du Faso pour lui proposer réellement des organisations citoyennes un peu partout pour faire face à la situation, parce que la chose n'était pas assez exacerbée comme aujourd'hui. Mais il a complètement refusé parce qu'il pensait que la situation était facilement gérable. Mais aujourd'hui, nous revenons toujours à la même case de départ après combien d'années? Après des années. Et ces organisations de la société civile sont toujours là. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte. La vérité, c'est que quand le régime du MPP a pris le pouvoir, l'inégalité réellement a été multipliée par 3 dans ce pays. Le Burkina Faso a été complètement, les Burkinabés ont été complètement divisés. Alors, on parle de la situation sécuritaire. Je viens, mais c'est ça, je vais vous expliquer. Parce que la situation sécuritaire, en réalité, s'est renforcée sur ces questions-là. La vérité, c'est ça. Si vous remarquez tout ce qui se passe au Burkina, mais les gens ne veulent pas dire la vérité. Sous d'autres cieux, les attaques sont revendiquées. Dites-moi, les 39 qui sont morts, c'est revendiqué? Vous connaissez qui ont fait ça? Et je suis même surpris que jusqu'à présent, la justice n'a pas encore écouté l'ancien ministre Simon Kompore, parce qu'il a dit qu'ils connaissent ceux qui attaquent le Burkina Faso et qui dormaient dans des hôtels ici. Je suis surpris qu'on ne les ait pas encore écoutés. L'ancien ministre Clément Sawadogo, je suis encore surpris que lui aussi n'a pas été écouté par la justice burkinabé, parce qu'il a dit lors d'une conférence ici du MPP qu'ils savent qui est qui, et que même il a même cité des noms d'hommes politiques ici. Pourquoi jusqu'à présent la justice ne les écoute pas? Donc pour vous en clair, c'est la question de la volonté politique, la question de la gouvernance qui est posée. Non, si en fait il ne faut pas qu'on se ment. Pourquoi on ne les interpelle pas? Secondo, pourquoi certaines attaques ne sont pas revendiquées ici? Il y a des attaques qui ont été revendiquées, mais pourquoi certaines ne sont pas revendiquées? Je voyais sur les réseaux sociaux un jeune Burkinabé qui s'exprimait en Morée suite à l'attaque de Silgadji là. Silgadji, dans la commune de Tongomaël. Il expliquait comment les choses se sont passées. Il dit qu'on choisit, quand on regroupe on met les hommes de côté, les femmes de côté, et même des ethnies sont séparées là-bas. Est-ce que c'est fiable, Hervé Ouattara? Non, on ne peut pas se fier à ce qui se... Je prends un exemple, mais c'est des choses qui tournent sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui le dis, c'est sur les réseaux sociaux. Je vais seulement dire. On ne peut pas se fier si je vais seulement dire. Je ne me fie pas. Okay, mais on s'est fié aussi sur des dires aujourd'hui pour juger des gens dans ce pays. Ils se sont focalisés également sur des enregistrements pour juger des gens. Donc je vous dis tout de suite que ce qui se passe, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, il y a une incompétence notoire du régime en place qui fait que nous sommes en face d'une situation aujourd'hui qui ne fait que dégrader le vivre ensemble. On a des gens
qui sont frustrés. On a des gens aujourd'hui qui ont pris des armes tout simplement et qui ne se révèlent même pas, qui ne disent pas aux Burkinabés réellement s'ils sont terroristes ou pas, qui attaquent d'autres Burkinabés parce que tout simplement, nous avons un régime qui pensait pouvoir aller à la chasse aux sorciers que de regrouper les Burkinabés pour faire face à la situation. Hervé Ouattara, un mot rapidement sur le livre de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, Ma part de vérité, qui fait polémique justement avec ses propos sur l'ancien président Thomas Sankara. Rapidement, quelle est votre réaction sur l'ouvrage de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo pour clore cette émission? C'est la même génération. Jean-Baptiste et tous ceux qui nous gèrent aujourd'hui. C'est des gens qui sont en panne réellement d'inspiration et notre génération a besoin réellement de faire peau neuve. Et je crois qu'il est temps pour nous aujourd'hui, en tant que jeunes, de comprendre que tous ces gens-là, que ce soit Jean-Baptiste aujourd'hui qui cherche Jean-Baptiste Ouédraogo, l'ancien président, excusez-moi, son excellent Jean-Baptiste Ouédraogo, qui aujourd'hui veut nous enlever l'envie de rêver, veut nous enlever en réalité l'espoir à cette jeunesse-là. Nous disons à tous ces gens-là que c'est bon en fait. Nous sommes fatigués de tout ça. Il est temps réellement de comprendre que la jeunesse a décidé de voir plus clair dans sa destinée, dans son destin et d'aller à un changement véritable. Et c'est ce qui est en marche aujourd'hui. Point final pour l'invité de la semaine, Hervé Ouattara, acteur de la société civile qui est devenu politique. Aujourd'hui, secrétaire chargé à la jeunesse du mouvement patriotique pour le salut MPS, était notre invité. Hervé Ouattara, merci d'avoir accepté notre invitation et bon retour maintenant dans le Sahel. Merci, c'est avec plaisir que j'irai au Sahel et j'aurais souhaité avoir plus de temps pour parler, mais hélas, merci à vous. Mariette Kokwara était à la technique pour la réalisation de cette émission de l'invité de la semaine. Présentation Atiana Serjoulon. Ravi très prochainement de vous retrouver avec un nouvel invité pour une nouvelle émission de l'invité de la semaine. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM La Voix Citoyenne.